Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons aborder deux grands défis qui menacent la République démocratique du Congo. Nous avons les défis économiques et là nous allons évoquer la lutte contre la pauvreté qu'on ne parvient toujours pas à terminer, à éliminer, à éradiquer. En République démocratique du Congo, la population reste pauvre. Et puis, le deuxième défi, ce sont les défis politiques. Aujourd'hui, avec ce qu'il y a, le changement de la Constitution, le dialogue, et puis les référendums, il y a tout ça, les accords de Washington. Comment faire pour que les choses aillent bien? Comment faire pour retrouver la paix? Comment faire pour que la population congolaise puisse jouir de ses ressources? Voilà. Et pour en parler, je reçois pour vous l'honorable sénateur, professeur Faustin Luanga, qui a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Honorable, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je suis honoré. D'accord. Première chose, nous allons aborder les défis économiques avec la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qui explique que la République démocratique du Congo est potentiellement riche, mais il vit avec une population qui est pauvre, qui vit avec 2,15 $ par jour? Est-ce un problème de croissance, de rétribution ou de gouvernance? C'est une très bonne question, une question pertinente. Le Congo, notre pays, est un pays très riche, potentiellement riche, qualifié de scandale géologique pour ses richesses minières, scandale écologique pour sa forêt, l'eau. C'est que nous avons toutes les potentialités d'être à la hauteur, c'est-à-dire de servir les Congolais. Malheureusement, nous avons un pays potentiellement riche avec un peuple très pauvre. Cela a ses origines, bien sûr, de la manière dont nous concevons l'économie. Est-ce que notre économie est organisée pour créer des richesses, pour réduire la pauvreté? Là, c'est un modèle qui fait problème. La croissance ne pose pas problème. Nous avons de la croissance, mais notre croissance est portée par des secteurs extractifs, miniers, qui emploient peu de gens. Et la rétribution maintenant, c'est qu'on perçoit de ce secteur est peu. Ça n'arrive pas à être. Et le peu qu'on récupère est siphonné soit par la corruption, soit par la mauvaise gouvernance, et ça laisse à l'État peu pour réinvestir et transformer l'économie. Pour produire plus d'argent, nous devons transformer nos minéraux ici, ajouter de la valeur, parce que c'est la valeur qui ajoute l'argent. Alors, mais les discours ne changent pas. Ça fait des années, c'est toujours nous sommes riches, nous avons des ressources, nous avons ceci, mais les discours ne changent pas. Nous avons des professeurs d'université, des économistes, et nous avons tout un ministère de l'économie. Lorsque vous dites c'est notre économie qui n'est pas organisée, ça veut dire quoi exactement? Bon, ça veut dire on peut avoir l'argent, on peut avoir des investisseurs qui arrivent, que ce soit des Chinois, que ce soit des Américains, que ce soit des Qataris, que ce soit les Européens. Tant que notre économie est structurée, est mal structurée, cet argent va aller dans le secteur extractif qui va créer ces cycles de produire pour exporter. C'est à nous de concevoir le système de telle sorte que ce qui est produit
doit être transformé. Mais pour que ça soit transformé, il y a des prérequis. Avons-nous des ingénieurs pour accompagner la transformation? Pas suffisamment. Vous pensez qu'il n'y en a pas? Pas suffisamment. Tous ces ingénieurs sont formés dans les universités comme Avons-nous des infrastructures pour transporter la logistique, comme on l'appelle, des corridors? Toute notre structure logistique de transport est orientée vers l'extérieur. La logistique interne, il n'y en a pas. De telle sorte qu'on peut produire la nourriture dans les Bandaka ou chez moi au Maniema. Ça arrive rarement dans des foyers de consommation et ça pourrit là-bas. C'est qu'il y a un effort énorme à faire avec l'argent qui arrive, c'est de rendre notre économie capable d'absorber et d'accompagner cette transformation. Cet effort est en train d'être fait. On a, avec le président Félix Tshisekedi, des routes en train d'être fait, mais ça ne se sent pas. Le pays est très vaste. Voilà pourquoi ça ne se sent pas. Le secteur minier produit, mais on continue à percevoir peu. La taxation minière a été réformée en 2018, le code minier. La fiscalité minière ne nous rapporte pas encore jusque-là suffisamment. Peut-être. Et pourquoi? Parce que il y a autant de droits, des impôts, il y a des taxes à payer. Il y a beaucoup d'ailleurs, c'est une fiscalité qui est vaste et qui doit répondre. Et pourquoi on ne parvient pas à l'interne à pouvoir maximiser les recettes fiscales? C'est une approche. Nous avons cédé des mines. On n'est pas copropriétaire de ces mines. Si on avait fait le partage des productions, quand ça explose, nous avons notre part qui explose. Nous avons en quelque sorte cédé à des concessions, à des entreprises qui tirent le maximum de profits et nous payent des miettes. C'est une philosophie extractive. Elle était coloniale à l'époque, les Belges prenaient, partaient. Sous Mobutu, elle a continué. Sous Kabila père et fils, ça a continué. Et sous Félix Tshisekedi, ça a continué un peu de la même façon. C'est que ça doit changer. Et pourquoi ça ne change pas? Parce que nous avons un nouveau régime avec Félix Tshisekedi. Il y a des clauses de stabilité qui lient ces conventions pour 25 ans pour certains, pour 10 ans pour d'autres, pour de longues périodes. Il faut attendre la fin de ce régime de stabilité pour réformer et orienter. Je vais vous donner un modèle d'exemple que moi je me suis vraiment. Les pays du Golfe s'en sortent avec deux produits seulement. Le gaz et le pétrole. Mais ils transforment sur place. Nous, ce n'est que maintenant qu'on est en train de développer les panoplies des lois au niveau du Parlement sur les contenus locaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des conditions pour qu'il y ait transformation locale sur la sous-traitance, sur les marchés boursiers. C'est qu'on est en train de se doter des outils qui vont permettre l'absorption et la transformation, que ce soit industrielle, agricole, de services. Je crois que dans 5-10 ans, on pourrait voir les fruits de cet effort de gouvernance. Il faudrait qu'il y ait aussi la bonne gouvernance, ça c'était notre aspect. Sinon, le Congolais demeurera pauvre et observateur de ces richesses. Notre économie extravertie, notre économie. Mais il y a aujourd'hui quelqu'un, un économiste, qui est à la tête du ministère de l'économie. Pour transformer une économie, ouais, il y a des conditions. Il faut qu'on investisse dans des usines de transformation, qu'on crée des structures pour accompagner, pas seulement accompagner, l'esprit d'entrepreneuriat. Le chef de l'État venait de lancer pour la création des champions congolais. Nous venons au Sénat de voter la loi des contenus locaux de la sous-traitance avec comme finalité accompagner les Congolais à s'approprier l'outil de production. Notre économie, la majeure, si je prends seulement le secteur agroalimentaire, ouais, l'autosuffisance alimentaire, nous ne l'avons pas. Nous importons presque pour 3 milliards, 4 milliards la nourriture. Cet argent, si nous produisons sur place, va aider à transformer d'autres structures sur place et ça va enrichir les Congolais. Pour ça,
il faut accompagner, créer, investir dans l'agro et la transformation agro-industrielle. Ça va faire quitter toute la grande population, la majorité de la population congolaise de la pauvreté parce qu'elle vit de l'agriculture. Et elle emploie la masse, l'éducation. C'est les parents pauvres. Quand nous regardons les budgets alloués à l'éducation, les salaires des professeurs que nous sommes, et tout ça, ça ne fait pas sérieux. Or, l'éducation, c'est l'avenir. On ne peut pas transformer un pays en négligeant son éducation. La santé. Parce que vous formez quelqu'un, il faut qu'il soit de bonne santé pour bien travailler. Le budget de la santé est toujours en deçà des recommandations internationales. Vous êtes autorité budgétaire, pourquoi ça doit... Les arbitrages se font difficilement. Et des fois, même quand le budget est alloué, les décaissements posent un problème. Ça, c'est tout ça qu'on appelle un peu la gouvernance. Vous prenez l'agriculture. Les recommandations internationales, 10% du budget devait être alloué à l'agriculture. Nous allouons toujours ce budget. Mais quand vous allez à la reddition des comptes, ça n'arrive pas. La santé, c'est 15%, la recommandation internationale. L'éducation, ça doit être aussi des grands budgets. Et bien sûr, les infrastructures qui sont... Voilà des mécanismes pour arrêter la trappe de pauvreté. Sinon, on aura un cercle vicieux. Vous terminez les études, on a investi en vous, il n'y a pas d'emploi, vous restez dans le chômage, vous demeurez pauvre. L'espérance d'un étudiant, l'espoir d'un étudiant, c'est qu'en terminant, qu'il y ait d'emploi, qu'il puisse contribuer à la société, à la transformation. Alors, tant qu'il n'y a pas ce maillon-là qui se suivent, il nous sera un peu difficile, malheureusement, de sortir de cette table. Et pourquoi ça n'arrive pas? C'est ça vraiment ma question, parce que à la tête du ministère de l'économie aujourd'hui, nous avons un professeur, un éminent professeur qui... Mais tout ce que vous dites là, pour matérialiser cela, qu'est-ce qu'il faut? Bon, je crois le professeur Mukoko, dont c'est de lui que vous parlez, a instillé quand même un dynamisme dans la gouvernance économique. Il essaye de faire mieux, mais nous sommes plus dans les cadres réglementaires qu'à dans la production. Il est ministre de l'économie, il n'est pas ministre de l'industrie. Le ministère de l'industrie demeure vacant malheureusement. C'est l'industrie qui transforme un pays. Ce n'est pas l'économie. Oui, l'économie. Non, il y a une confusion là. Il doit y avoir des conditions interministérielles. Laisse-moi vous expliquer. Parce qu'il est vice-ministre de l'économie. Il s'occupe des cadres réglementaires sur le prix, la concurrence, la réglementation commerciale et tout ça. Mais la transformation ne relève pas de lui. La transformation se fait où? La production et transformation, ça se fait où? Ça se passe dans les mines, dans l'agriculture, l'industrie, le banque, le transport. Tout ça, ce sont des domaines de transport. C'est qu'un seul ministre ne peut pas résoudre ça. Vous avez parlé des comités interministériels. Parce qu'il y a solidarité gouvernementale. Ils doivent se mettre ensemble pour arriver. La politique du gouvernement n'est pas sectorielle. Elle est bien, chaque ministère a une politique sectorielle, mais elle est multisectorielle pour améliorer le bien-être de tous les citoyens. Il y a différents ministères avec différentes responsabilités et tâches. Et chacun des ministres essaie de faire le mieux qu'il peut dans son secteur. En solo? En solo ou pas? Non, il y a quand même... On n'est pas venu faire ici les procès du gouvernement. Moi, je crois que nous avons des grands défis économiques. Alors comment peut-on alors allouer l'agriculture plutôt? Comment peut-on recourir aux secteurs clés comme les mines, l'agriculture, les secteurs informels pour endiguer la pauvreté? Bon, commençons par les mines. C'était un contrat de dupes, le secteur minier, où les Congolais n'arrivent pas, les Congo, le pays n'arrive pas à s'en sortir, à se retrouver. On a eu les codes miniers de 2003
On En a 2002. 2002, j'étais encore conseiller économique de Kabila à l'époque. On a le code en 2018 qui a amélioré un peu le 2002. Et ce code 2018 doit être revu avec l'augmentation technologique, les découvertes des sous-produits qui sont en train d'être là, les coltans, les germanium et tous ces produits à haute potentialité, à haute grande valeur, ne se retrouvent pas dans les codes miniers. C'est qu'il y a lieu de mise à jour, nécessité de mettre à jour les codes miniers et la fiscalité minière qui va s'en suivre. Parce que sinon, on va nous taxer qu'on ne respecte pas les contrats. Ça, c'est la première des choses. Renégocier les contrats. On a vu le gouvernement renégocier avec 6 communes pour essayer de se retrouver. Et là, il se pose un problème de fiscalité. On a renégocié les contrats 6 communes, mais on lui a accordé trop de privilèges. Et il n'y a même pas de suivi pour savoir ces privilèges de la dépense fiscale, ça signifie des exonérations qu'on lui a accordées, annihilent complètement l'apport qu'il apporte. On s'attend qu'ils vont nous donner 7 milliards, or on lui accorde en termes cumulés des exonérations de 6 milliards 200, ce qui fait 800 millions seulement net. C'est peu. Nous espérons. Donc ça a été encore mal renégocié. Nous espérons, vous l'avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit, nous espérons que nous n'allons pas nous faire bouffer dans les accords avec les Américains où vous avez des zones stratégiques, les contrats, et cet accord qui n'est pas encore commencé à être mis en place, mais nous espérons qu'il sera très bien mis en œuvre pour que le Congo se retrouve avec la transformation locale sur place. Les investissements doivent se faire au Congo, comme ça se fait au Moyen-Orient, comme ça se fait ailleurs. Et là, ça c'est le secteur minier. Secteur agricole, prenons quelques produits, ciblons quelques produits pour l'agroalimentaire, par exemple, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le riz, le manioc et le maïs, ce que nous consommons beaucoup ici, nous avons nos nourritures qu'on peut produire en masse. Nous avons la forêt, investissons largement là-bas. Parce que ça emploie beaucoup de gens, ça va diminuer notre facture à l'importation de la nourriture. Secteur informel. Mais qu'est-ce qui fait que dans l'agriculture... Terminons d'abord, et je vais revenir à ça. Secteur informel, c'était votre dernier point. Ça dessert l'informel. Mais l'informel est la formalité ici au Congo, parce que 80% de notre économie est dans le noir. Ça a un coût. On appelle ça coût d'opacité. Ce qui est opaque coûte beaucoup d'argent, éviction fiscale, et en plus, la traçabilité est difficile. Mais pourquoi les gens vont dans l'informel? C'est pour survivre un peu, pour avoir ce que l'État ne leur donne pas, ou bien pour fuir l'État. Il faudrait un jour, petit à petit, amener ce secteur informel dans le secteur productif. Avec la sous-traitance, la loi du contenu local, on est en train de canaliser légalement le secteur informel. Quand le secteur informel, beaucoup de choses se passeront dans la formalité. Je crois que le Congo, même statistiquement, on va survivre. Voilà pourquoi on s'est dit, comment le Congo est résilient? Parce que tout le monde se débrouille. Ce qu'on appelle la débrouille, c'est l'entrepreneuriat local. Les quados, les motos, les wewa qui transportaient des gens, c'est informel, mais il faudrait aller vers la formalité. Je pense que la formalité ne va pas faire souffrir les Congolais. Non, il faut défiscaliser un peu. Parce que nous avons l'approche trop fiscale dans l'économie. Il faut aller dans l'approche un peu productive, élargir l'assiette et taxer. Que de continuer à taxer seulement sur la petite assiette et on détruit la poule qui vous pond des œufs en or. Vous avez parlé des allocations budgétaires, santé, agriculture, et puis éducation. Mais on ne parvient pas à indiquer la pauvreté. Entre-temps aussi, vous êtes sénateur, lorsqu'on vous amène la loi de reddition de comptes, vous vous rendez compte que ce que vous avez décidé, ce n'est pas respecté souvent. Pourquoi ça arrive comme ça? Et ça ne parvient pas à éliminer la pauvreté comme on... Je dois être sincère avec vous. La reddition des comptes est supposée corriger
ce qui n'était pas bien fait, ou bien répondre à des nouvelles urgences. Parmi les urgences, on a eu les taux d'échange, qui a fait apprécier complètement l'économie. Ça a des côtés positifs, ça a des côtés négatifs. Si les aspects recettes, ça a dévalué un peu toutes les recettes. Ça a diminué les recettes qui étaient budgétisées en dollars. Convertis en francs congolais, ça a baissé. Mais il y a des Congolais qui gagnaient leur salaire en francs congolais, qui faisaient des achats en dollars, ont vu l'aspect positif de la valeur de franc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, n'oublions pas que nous subissons la guerre à l'Est, qui siphonne beaucoup de moyens. Il y a deux grands rubriques. On a l'aspect sécurité et on a le salaire. La masse salariale a explosé. Ça prend à peu près 30 à 40, et quand ils sont revenus ici, 51% des dépenses de l'État. Et quand vous ajoutez la sécurité 40, il reste 10%. Je prends les ministres des Finances et des budgets. Il reste 10%. Nous devons chercher de l'argent. Alors, quand il y a ces urgences incompressibles, comme la sécurité, vous voulez faire quoi? Et on dépense ce qu'on n'avait pas prévu alors. Parce que... Oui, parce qu'on voit toujours, on vous présente un chiffre, après il faut rectifier. Ça signifie qu'on n'a pas projeté. La guerre existe depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Non, les impondérances de la guerre, sinon, si vous ne dépensez pas, si les militaires n'ont pas l'air solde, si les militaires ne mangent pas au front, ils n'ont pas de munitions au front, mais ils risquent de nous risquons de ne plus avoir un pays pour continuer à budgétiser comme il fallait. On a besoin de répondre aux urgences, et quand il s'agit des urgences sécuritaires, je crois que le président de la République et son gouvernement ont fait le nécessaire, et nous, l'organe budgétaire, nous avons accepté ces aménagements-là. On regarde, en septembre, il y aura la session budgétaire qui arrive. Nous passons du budget programme. Et ça, c'est très important, le budget programme. C'est là où nous allons voir chaque franc investi a produit quoi dans les projets. Ça a produit combien de kilomètres de route, l'argent qu'on a donné aux infrastructures. Ça a produit combien d'écoles et combien d'ingénieurs. Quel programme? Ça, c'est le budget programme. De telle sorte, on sait par exemple, on a budgété pour le programme, pour les 3 ans, c'est 3 millions. Cette année, vous avez eu 1 million. Vous avez fait quoi? Et la redevabilité, la traçabilité. Moi, je suis président de la commission suivi et évaluation. Ça sera facile à suivre avec les budgets programmes, parce que tout sera programmé et être suivi. Alors, pour le moment, il y a cette fongibilité et il y a la décentralisation aussi d'ordonnancement qui est en train de se faire. Nous faisons passons. Ça a commencé. Ça va permettre aux autorités budgétaires, les gouvernements et les ministres dans leurs secteurs respectifs d'avancer facilement, parce que le budget sera un budget programme, l'argent sera déjà programmé et l'ordonnancement sera facilité. D'accord, parce que vous avez parlé de la décentralisation, parlons un peu de la rétrocession. Est-ce que si la rétrocession, 40%, est vraiment respectée, mise en pratique, pensez-vous que ça peut diminuer la pauvreté à l'intérieur du pays? C'est une très bonne question. D'abord, la décentralisation est instituée par la Constitution. C'est un droit constitutionnel d'accompagner les provinces par cette rétrocession. Malheureusement, on ne rétrocède pas automatiquement aux provinces. Et comme toutes les provinces n'ont pas les mêmes moyens, on avait créé la caisse de péréquation. Malheureusement, elle n'est pas opérationnelle. Sénateur que je suis l'émanation de province. Et tous les sénateurs, nous ne cessons de plaider pour que ces mesures et ces lois et ces obligations et contraintes constitutionnelles soient respectées.
le gouvernement a promis d'agir. Et les autorités de la Caisse des péréquations ont déjà été investies, mais ils travaillent. Mais bon. Il se passe des problèmes pragmatiques. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça parce que vous avez posé une question spécifique d'ordre opérationnel. Est-ce que cet argent, et nous allons demeurer vraiment dans l'ordre hypothétique, si le 40% était retourné aux provinces, ça ferait beaucoup. Pourquoi? La province connaît ses difficultés mieux que Kinshasa. Il y a la proximité, il y a les coûts administratifs qui vont diminuer et les coûts d'attente vont diminuer. La proximité, le gouverneur ou bien les gouvernorats connaissent les problèmes de chaque territoire, de chaque entité. Ça manque d'écoles, ça manque de routes, ça manque de l'eau, les routes des desserts agricoles. C'est que chacun pourra facilement orienter les décisions avec les moyens à bord qu'il a et résoudre le problème de proximité immédiatement. Cet argent, pour répondre de faire court, changerait la manière de faire. On a vu avec les PDL 145 territoires, programme de développement local 145 territoires, où on a amené un peu d'argent dans les territoires. Ça fait une différence. Imaginez maintenant que chaque province puisse avoir une bonne partie de ces 40%. Je crois que ça fera une grande différence. Ça fera une grande différence. C'est dommage que vous êtes chargé de suivi, vous l'avez dit, président de la commission de suivi. Et pourquoi il y a ce blocage? La chanson était sous le régime passé, et même dans ce régime, ça continue, on ne donne pas, on ne rétrocède pas. Pourtant, la Constitution parle de la retenue à la source. Bon, cette question, vous auriez pu poser ça aux membres du gouvernement, c'est eux qui gèrent. Mais vous les gérez, vous avez non, nous le contrôlons. Nous le contrôlons. Oui. En tant qu'organe budgétaire, nous budgétisons cela. Oui. Bon, si ce n'est pas exécuté, et chaque fois la Cour des comptes... Et pourquoi vous ne sanctionnez pas? La Cour des comptes revient... Vous avez aussi les bâtons de sanctions. La Cour des comptes revient et interpelle. Et le gouvernement promet. Quand on parle de la gouvernance... Vous ne sanctionnez pas? Quand on parle de la gouvernance ou de la mauvaise gouvernance, ça n'est une. Le non-respect des éléments constitutionnels, ça fait un problème. Alors, quelle politique, pour terminer cet aspect économique, quelle politique anti-pauvreté testée ailleurs, qui qui semble être sous-estimée, mais qui peut bien marcher en RDC, que vous pouvez donner? Bon, d'abord, il y a ce qu'on appelle les myopies. Les myopies. C'est-à-dire ce qui n'est pas, ce qu'on ne voit pas bien. Ah. C'est ça la myopie. Ah, en médecine. En médecine. La première erreur qu'on fait, c'est de penser que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Partout où ça a réussi, on a vu la Chine, Singapour, Éthiopie ici tout près, Malaisie, Indonésie, Japon, Corée. L'État a été très stratège pour construire la cité et organiser, concevoir et organiser le développement. Les marchés seuls, ce qu'on appelle dans le monde capitaliste, le marché seul ne vous amènera pas le développement sans une stratégie orientée. En d'autres termes, vous avez demandé quelle politique a reçu. Je viens de vous citer le pays. Ça a reçu. D'abord, ils ont une vision claire où ils veulent amener le pays. Ils en ont mis les moyens dans l'éducation, dans les infrastructures et dans les secteurs clés sans s'éparpiller, en utilisant leurs avantages comparatifs. Notre avantage comparatif au Congo, nous avons l'abondance des richesses minières, agricoles. Commençons ne fût-ce que ça. Nous avons l'abondance de main-d'œuvre qu'on n'utilise pas assez. J'étais ravi de voir que le président a confié le nettoyage de la ville au service national. C'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. On a construit le rail Kinshasa, Bas Congo, à main nue.
C'est la main-d'œuvre. Pourquoi on ne le fait pas? Le cartonnage, il y a des aspects qu'on peut faire. Ailleurs, ça a réussi. Ça peut réussir aussi chez nous. État stratège qui sait. Donc ça signifie que ces stratégies manquent. C'est à améliorer. Donc il y en a, mais il faut améliorer. Oui, c'est à améliorer. D'accord. Alors, pour un étudiant, terminé, un étudiant qui veut vraiment se lancer dans la lutte contre la pauvreté, quelles sont les 2 compétences économiques doit-il maîtriser en priorité aujourd'hui? Vous êtes très réducteur, mais il y a des gens qui luttent bien sans être économistes et qui résolvent les problèmes économiques. Bon, pas si vous avez posé une question spécifique pour une métier à l'économie. Il faut comprendre d'abord l'économie de développement. Il faut comprendre ce que c'est le développement. Qu'est-ce qu'on cherche? J'ai parlé de la vision là. Le développement, c'est l'augmentation quantitative et qualitative de l'existant des infrastructures. Il faut comprendre que c'est la pauvreté, c'est le manque des choses, ou bien l'insuffisance d'accès. Il ne faut pas voir seulement l'aspect production intérieure brute, c'est-à-dire la quantité, l'effet nombre. Ça ne représente pas l'entièreté de ce qu'on est. La perception. Un Congolais qui vit bien, qui a l'accès aux soins, ou qui manque l'accès aux soins, il faut réfléchir comment lui donner l'accès aux soins. L'accès ou le manque à l'éducation, il faut réfléchir comment lui donner l'éducation. À la nourriture, ces aspects, ça c'est la compréhension et c'est donné par l'économie du développement. Ça permet au moins de comprendre les mécaniques du développement. Deuxième aspect, c'est l'économie quantitative. Quand il maîtrise l'économie du développement, ou bien l'économie des chiffres, si je peux dire. Il faut qu'il ait les statistiques, qu'il ait l'économétrie, qu'il comprenne maintenant comment ces chiffres peuvent produire des résultats, comment ces chiffres peuvent produire des suivis, comment ces chiffres peuvent être agencés. Et l'autre aspect, pas seulement l'économie des chiffres, j'ai parlé d'économie institutionnelle. C'est très important. Le rôle des institutions est devenu important dans la conduite. J'ai parlé de l'État stratège, c'est l'institution. La gouvernance sont les institutions. La répartition, qui répartition des institutions? Pour permettre de modeler l'économie au service, surtout ne pas l'oublier, l'économie c'est un instrument au service du politique pour résoudre les problèmes de la nation. Une économie qui ne résout pas les problèmes du peuple, c'est une économie théâtrale. Morte. Merci professeur. Alors nous allons aborder l'aspect politique avec l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est le dialogue. Le dialogue annoncé, qui n'a pas encore été fixé, les cadres, les modalités qu'on sort, mais qui est déjà annoncé, qui avait été réclamé par l'opposition, par la CENCO et les CC, et qui aujourd'hui, enfin, le président a accepté qu'il y ait dialogue. Comment vous avez appréhendé cette nouvelle? Avant de parler de nouvelles, il faut placer les choses dans leur perspective. Pourquoi le dialogue? Il faut commencer par là. Parce que les dialogues ne tombent pas comme un chevet dans une soupe. S'il y a nécessité de dialoguer, c'est qu'il y a un problème. Et quel est ce problème? Parce que sinon, vous n'allez pas convoquer un dialogue quand tout va bien. Les grands problèmes, on vient de parler des défis économiques, que les défis politiques imposés n'arrivent pas à résoudre. Nous avons les problèmes de la paix et de la sécurité à l'Est, qui perdurent. Nous avons des menaces de balkanisation à l'Est, supportées par le Rwanda, parce qu'il ne faut pas le cacher, tantôt par l'Ouganda, et par complicité ou bien instrumentalisées par quelques citoyens congolais. Parce qu'il y a des Congolais là-bas aussi, qui posent un problème. Et on a deux options pour résoudre ce problème. On est suffisamment fort et on met fin à ce problème, ce qui apparemment n'arrive pas à se faire. Militairement, donc on doit faire la militairement, guerre. Faire la guerre, comme Mouzito l'a dit,
et d'émettre et remettre de l'ordre. Et si on n'arrive pas à le faire, dialoguer, échanger, c'est la diplomatie. Il y a la dynamique maintenant purement interne, des réclamations purement internes, compte tenu des enjeux en place. Les opposants disent qu'il y a des revendications à faire au gouvernement sur la gouvernance, sur des intentions supposées de changement d'ordre constitutionnel. Je parle des intentions supposées. Ouais. Hein? Ouais. Parce que ce n'est pas... J'ai suivi les ministres de l'information Mouyaya qui a dit on n'a jamais inscrit ça à l'ordre du jour du Conseil du gouvernement. Mais on sait qu'il y a des gens qui en parlent. Ouais. Des chefs politiques en parlent. Régime. Et le président lui-même en avait parlé un peu. C'est que ce n'est pas seulement supposé, à un certain moment, ça a été exprimé, même si ce n'est pas officiel, mais par des gens détenteurs de pouvoir. Et ça a créé un malaise. Et ce malaise nécessite la cohésion. Les Congolais ont besoin d'une cohésion pour sécuriser l'Est. Je crois que le président, c'est un homme de dialogue d'abord. Le président, c'est un homme de dialogue. Lui-même, il l'a dit à maintes reprises, qu'il n'a jamais fermé la porte au dialogue. Et il a trouvé, il l'avait dit, au moment opportun, il se prononcera sur le dialogue. Je crois que ce moment a été opportun, sans entrer dans la spéculation. Il a jugé nécessaire pour l'intérêt supérieur de la nation qu'il était temps que les Congolais se réunissent, parce qu'il envoie de la stabilité, de la paix, de la cohésion, du développement du pays. L'insécurité, c'est un poison pour le développement. Ouais. Ça crée l'instabilité, ça fait fuir les investisseurs, et ça ne permet pas la transformation. Tout ce que nous faisons ici, tant qu'il y a l'insécurité, ça ne peut pas progresser. C'est que même pour cette raison-là, il avait à faire le dialogue. Bien sûr, il y a beaucoup de mécanismes. La pression extérieure, la pression de la rébellion, et les opposants, la nécessité, l'impératif de nécessité, a concouru à tout ça, peut-être de l'opportunité de dialoguer. Ouais. Alors, il y a un problème qui se pose, que moi je considère comme un défi majeur. Le premier, c'est l'inclusivité. Il y en a qui disent dialogue, oui, mais avec ceux qui n'ont pas touché aux armes, ceux qui n'ont pas touché le centre congolais. Est-ce aussi votre façon de réfléchir? J'essaie d'être objectif et rationnel. J'ai placé les dialogues dans les contextes, et si vous m'aviez bien suivi, j'ai dit, ces dialogues ne pas tomber comme un chevet dans la soupe congolaise. C'est qu'il y a des problèmes qui font qu'on a besoin de dialoguer. Face aux gens qui ont pris les armes, parce que c'est de cela que vous voulez parler d'insécurité, vous avez deux options. Vous les détruisez militairement, il n'y a pas de dialogue, ils sont défaits, battus, ce qui semble ne pas se faire, ou bien diplomatiquement, vous discutez avec eux. L'exclusivité, on parle au mouvement M23 à Dakar, à Doha. À Doha. Même à Lomé. À Lomé, même à Goma, le gouvernement a envoyé quelques experts militaires dans les comités de vérification de ce fait. C'est que même quand il y a la guerre, les pays se parlent. Les États-Unis font la guerre à l'Iran, ils sont en train de se parler. L'Ukraine fait la guerre à la Russie, mais il y a toujours un peu, on se parle. Toute guerre finit toujours, soit par une défaite totale, soit par une convention de paix, un accord de paix. Un accord, comme on l'appelle, c'est du dialogue qui arrive à produire un accord. Mais on dit toujours les Congolais qui ont tué les Congolais, qui ont touché au sang des Congolais, en tout cas, on ne veut pas avoir, les voir les gouvernements, au dialogue. Le gouvernement sera partie du dialogue.
il a son cahier de charges, l'opposition a ce cahier de charges, ceux qui ont touché les armes ont leur cahier de charges. Et donc vous estimez qu'ils doivent participer? Je ne suis pas celui qui décide, mais vous pour pouvez le conseiller comprendre, non, pour attendre, on sait qu'ils sont soutenus par les Rwandais, on sait qu'ils sont ceci par là, qu'ils viennent, qu'on les écoute. Sun City, on a discuté à l'époque avec les gens qui avaient pris les armes. Ça nous a amené la stabilité pendant 25 ans. L'Afrique du Sud, post-apartheid, a discuté, a dialogué avec les gens qui tuaient, qui castraient les Noirs. C'est ce qu'on appelle la paix d'Évrard. Un dialogue sincère sans les rebelles ne va pas résoudre les problèmes. J'ai suivi Patrick Mouyaya qui a dit... Je vous répète, un dialogue sans ce groupe de l'Est ne va pas résoudre le problème. Il va laisser un grand problème. Prenons le mal, le taureau par les cornes, asseyons-nous, discutons. L'intérêt de la nation va au-delà. Bien sûr, il y aura des conditions maintenant dans le dialogue. Que faire de ceux qui ont pris les armes? Il y en a qui estiment qu'il faut les amnistier pour qu'ils viennent. Ça se discute. Il ne peut pas y avoir des préalables. Vous avez tué des Congolais. Ok, vous m'amnistiez avant qu'on dialogue. Non, il y a des éléments maintenant. Même l'archevêque Ambongo a dit des conditions qui vont en découler dans les processus. Vous ne pouvez pas, vous avez tué, c'est trop facile. Ok, dialoguons, amnistie. Il y aura des conditions et des préalables. Il y a des crimes imprescriptibles, il y a des crimes prescriptibles. On va regarder tout ça. Même à la guerre mondiale, il y a eu des gens avec le tribunal de Nuremberg qui n'ont jamais été pardonnés. On va regarder tout ça. C'est en dialoguant qu'on va faire cette cartographie des crimes. Et on évoque les dialogues. Je pense que c'était évité avec la signature des accords de Washington qui donnait beaucoup d'espoir qu'on devait en finir une fois les accords signés. Les Rwandais devaient se retirer et la paix revenir, mais ça tarde. Est-ce que c'est mal fait d'espérer, et maintenant qu'on recourt au dialogue, est-ce qu'on est confiant dans les acteurs, on est confiant que le dialogue résoudra vraiment les problèmes de guerre? On a tendance à être réducteur pour les conflits au Congo. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Il y a des dynamiques internes, il y a des dynamiques sous-régionales, il y a des dynamiques externes, il y a des multinationales. Il y a un peu du tout là-dedans. Et simple dialogue sans des tiers garants, ça ne va pas résoudre facilement le problème. On aura besoin de tiers garants. Les tiers garants, ce sont les grandes puissances qui accompagnent et qui jouent, qui tirent les ficelles de ce mal au Congo. Mais parce que nous avons déjà la plus grande puissance du monde, pourquoi ça ne marche pas? C'est un tiers garant. Ça a stabilisé l'avancée, les théâtres de guerre. L'implication des Américains a stabilisé les théâtres de guerre. La situation aurait pu... Mais la situation persiste. La situation aurait pu être grave sans l'implication des Américains. Il ne faut pas minimiser l'apport des Américains. La situation congolaise est complexe. Nous avons plusieurs dynamiques là-dedans. Je venais de vous les citer. Et je crois, États-Unis comme tiers garant, suivi par l'Union européenne et quelques pays africains qui vont certainement être appelés comme des tiers garants dans tout ça, les Congolais pourraient bien s'en sortir. La conférence nationale, si elle avait échoué, elle n'avait pas de tiers garant. Les dialogues de Sun City a réussi, il y avait des tiers garants. On peut comprendre que même les dialogues prochains, il faut avoir des tiers garants. Il y a impératif d'en avoir des tiers garants. Par l'entremise de la MONUSCO, par l'entremise de la SADC et autres, de l'Union africaine,
Vous avez l'Union européenne et les États-Unis, pourquoi pas la Chine aussi, comme tiers garant, les 5 permanents du Conseil de sécurité, comme tiers garant. Ils sont là pour assurer la stabilité et la sécurité dans le monde entier, y compris la région des Grands Lacs, y compris le Congo. Vous aviez dit qu'on allait parler aussi de la Constitution. Oui. On termine par là, mais d'abord une question. Est-ce que le Rwanda, les États-Unis, ont lâché le Rwanda, comme les gens le disent, pour se confier à la RDC? Parce que dernièrement, ils ont signé un accord sur le nucléaire, pendant que les Congolais attendent que les États-Unis soient de notre côté, mais ils ont signé un accord sur le nucléaire avec le Rwanda. Et ce qui fait penser à plusieurs que c'est tout ce que les États-Unis font, c'est de la poudre aux yeux pour les Congolais. Et surtout que la guerre ne termine toujours pas en dépit de leur présence. Gustave, l'amitié tissée de longues années ne s'est pas terminée. Kagame est le produit fini des Américains. Son pays est un allié des Américains. Ça n'a pas changé. Vous venez de citer la signature d'un accord sur le nucléaire civil, tout en sachant qu'ils n'ont aucun uranium sur leur sous-sol. Il y a un aspect qu'on ne dit pas. Le Rwanda est le siège de la CIA, le service d'intelligence américaine, en Afrique. Si ce siège était au Congo avant, à Kinshasa, à l'époque de Mobutu, ils l'ont déplacé, localisé à Kigali. Il y a des centres de formation militaire sponsorisés par les Américains au Rwanda. Et tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu. Alors, pensez qu'on n'a pas sanctionné Kagame, on a sanctionné l'armée, mais avec beaucoup d'exceptions. C'est que ça a dilué les sanctions. Non, pour la Mozambique, vous pouvez payer, pour Centrafrique, en d'autres termes, on a dilué les zones d'influence de la sanction. C'est que c'est une sanction théâtrale. Et pourquoi pas? Pourquoi ça alors qu'il y a la confiance en d'autres termes, du pouvoir de Kinshasa? Nous avons gagné beaucoup chez les Américains. Nous avons progressé avec la diplomatie agissant, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qu'il faut féliciter d'ensuite, à nous attirer la compréhension et la sympathie des Américains. C'est déjà beaucoup, parce qu'avant, on ne nous comprenait pas, on nous traitait de plaintifs. C'est pour la première fois que le Congo a nommé les mâles, le Rwanda. Et pour la première fois, le Rwanda est à la défensive. Ce n'est pas moindre en diplomatie. Maintenant, il faut continuer à construire, ne pas s'arrêter seulement en diplomatie, faire que le Congo soit craint. Et pour que le Congo soit craint, il faut monter à gamme dans l'armée, la police, les services de sécurité et tout ça. Et ça, on ne peut pas discuter en public de ce qui s'est fait. Okay. On termine par beaucoup de choses. La RDC qui chapeaute pour ce mois de juillet les conseils de sécurité. Est-ce que ça peut influencer sur l'application de la résolution 2773? Entre-temps, au pays, il y a le changement de la Constitution, pas changement de Constitution, troisième mandat. Comment, de manière brève, vous appréhendez ces deux questions? Vous soulevez plusieurs choses à la fois. Je vais essayer de les structurer. Première chose, Conseil de sécurité. Est-ce que ça aura un impact sur le 27, la résolution 2773? C'est une résolution, malheureusement, heureusement bonne, mais qui a souffert de mise en application. Et dont même certains éléments ont été dépassés. Parce que nous venons de signer l'accord de paix avec le Rwanda. Bon, il faut tenir compte de cet accord de paix que nous venons de ratifier même, et
qui n'a pas fait mention de cette condamnation. Et qui ne s'applique même pas, qui est violé à tout moment. Voilà. Alors, il y a des problèmes. Ouais. Objectivement, ça ne va pas beaucoup influencer. Parce que quand vous présidez les conseils de sécurité, vous n'êtes qu'un coordonnateur des conseils de sécurité. Vous êtes au service des autres. Hein, et vous devez essayer de demeurer objectif possible. Ouais. Hein, c'est qu'il ne part pas là-bas. Et notre représentant pour plaider seulement le cas du Congo. Il y a beaucoup de défis à travers le monde. Il peut faire ça, c'est le rôle de la diplomatie tout le temps. Ouais. Et en étant là, il peut placer l'agenda. Il y a cet aspect, ça peut faciliter. Mais n'espérons pas beaucoup là-dessus à cause des pesanteurs que je viens de citer. Deuxième aspect, c'est sur les intentions supposées des révisions ou des changements constitutionnels. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Des mécanismes de révision sont prévus dans la Constitution. Des aspects d'intangibilité existent aussi dans la Constitution. En d'autres termes, il y a des aspects révisibles, il y a des aspects non révisibles. Dans cette Constitution, c'est ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle de la RDC. La forme de l'État, la souveraineté du peuple, les titres 3 sur les droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs, et puis la décentralisation et tout ça, et le nombre de mandats. Ça, c'est intangible dans les constitutions qui sont là, sauf dans sa référée au souverain primaire. Ok. Est-ce que c'est faisable? Dans quel contexte? Est-ce que c'est opportun de le faire? Ça se discute. Je n'aime pas en ajouter un autre débat là-dessus. Ouais. Mais il y a certains éléments qui peuvent être revus. Des révisions d'ordre technique, mises à jour, des clarifications et des collaborations entre le pouvoir central et l'intérieur. C'est que les constitutions évoluent et respirent. Mais il y a l'identité, le squelette reste comme ton squelette qui ne grossit pas. Ouais. Tu peux prendre du volume, tu peux maigrir, mais le squelette demeure. C'est ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle. C'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Ouais. Et c'est mieux de les comprendre et de les évoquer avec assiduité et sérénité, pas de la manière brutale. Tout ça peut faire partie aussi des discussions. Il y a d'autres qui présument qu'on ne peut pas discuter de ça. On ne peut pas évoquer ça au dialogue, par exemple. Pourquoi pas? Si on évoque que les rebelles, les gens qui ont tué, peuvent être au dialogue, pourquoi ne pas évoquer, si c'est ça le sujet, qu'on regarde est-ce que ces constitutions a ses faiblesses ou ces constitutions continuent à nous tenir? Parce que sinon, il peut y avoir rupture brutale si on n'arrive pas à parler de tous les problèmes qui se posent au Congo. Est-ce qu'il y a un problème constitutionnel au Congo pour le moment? Je ne sais pas. C'est eux qui seront dans les discussions. Et vous ne savez pas, vous êtes d'accord avec les changements ou la révision de la Constitution? Je vous ai répondu. J'ai dit, les chaque constitution a un squelette. Il y a des choses qu'on ne change pas. Comme un squelette, tu peux grossir, tu peux maigrir. Dans cette constitution, il y a des respirations à faire. Il y a des éléments révisibles facilement. J'ai cité ce qui constitue l'identité. Je pense que lorsqu'on parle de changement, c'est faire table rasa. De caler, mettre de côté la constitution qui existe, et produire une nouvelle. Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle changement inconstitutionnel. C'est-à-dire la procédure peut être respectée, mais le changement n'est pas constitutionnel. C'est ce qu'on appelle la doctrine du changement inconstitutionnel. Il y en a. C'est que les juristes vous le diront, c'est changeable, tout en étant inconstitutionnel. Okay. C'est changeable, tout en étant inconstitutionnel. Et le souhait de passer à la 4e République, d'accord avec cette option? Si tout le monde est d'accord, ça ne dépend pas du professeur Luanga que je suis. Mais il y aura des gens qui vont Luanga discuter. peut placer un mot là-dessus. Si je suis invité au dialogue, ce sont des réflexions à faire. Il y a beaucoup de pesanteurs à améliorer. L'évolution technologique
beaucoup la manière de gérer le pays, les limites à la flexibilité, à la respiration administrative ou bien de la gouvernance. Il peut y avoir, ça ce sont des révisions, pas de changement. Mais si on doit changer, passer à la 4e République, il faut changer complètement la phase de ça. Quand vous lisez la philosophie de la Constitution, quand vous lisez ce qu'on appelle les éléments du préambule de la Constitution de 2006, il place l'intangibilité de beaucoup d'éléments, la forme de l'État, l'obligation de sécuriser les institutions. Et tout, il y a beaucoup d'éléments dans le préambule de 2006. La Constitution, c'est les fruits. C'est une Constitution post-conflit. Je crois qu'il est temps d'essayer de le garder dans son entièreté le plus longtemps possible et de voir comment l'améliorer là où elle est améliorable. D'accord. Prof, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Un dernier mot, si vous en avez. Nous avons parlé des défis économiques, de taille. La RDC, pays riche, avec des populations pauvres. Il y a une manière à faire ça. L'État doit devenir un État stratège et prendre en main la gouvernance économique, l'intérêt national, bien gérer l'économie. Les défis politiques sont des tailles, mais les Congolais doivent se retrouver d'abord dans sa conscience pour sauver l'intérêt général, l'entièreté du Congo qui est menacée doit être préservée. Que cela se passe par le dialogue, ça permettra au moins d'arrêter les tueries, que tout le monde soit sincère. Et d'arrêter la balkanisation. Surtout ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.